La sorcière incarne la femme affranchie de toutes les dominations, de toutes les limitations. Elle est un idéal vers lequel tendre, elle montre la voie. Cette citation est tirée du fameux livre « Sorcière, la puissance invaincue des femmes » de Mona Chollet. Bonjour et bienvenue dans l'émission Secrets de sorcière. En plus du podcast de contes végétaux, je t'emmène un dimanche par mois découvrir des femmes toutes un peu, voire beaucoup sorcières, qui nous racontent leur savoir et leur parcours dans les livres et les grimoires, sur leur art et les expériences de vie. Je suis Sonia Bellouti, une conteuse végétale, une sorcière des temps modernes, diplômée de phytoaromathérapie et consultante feng shui. Dans ce nouveau numéro de Secrets de sorcière, je suis avec Erika Galland, fondatrice de Acapella Art. De responsable de développement durable dans une multinationale à entrepreneuse dans le domaine des arts, de la culture et du business switch, voilà ce qui caractérise le parcours personnel et professionnel d'Erika. Et pour introduire cet épisode, j'aimerais citer Anne Dufourmontel. S'ouvrir à l'intelligence du rêve, à sa promesse, c'est d'abord le distinguer du fantasme et de ses dédales. Et c'est surtout l'envisager comme une révélation intime, le signe d'une possible liberté qui advient par la voie du désir. Et, une fois n'est pas coutume, je t'invite à bien écouter cet épisode jusqu'au bout. Nous allons, Erika et moi-même, te faire découvrir en avant-première un concept innovant et une jolie offre avec un code promo pour toi. Ça se passe au générique de fin de cet épisode. Hey, bonjour Erika, comment vas-tu? Bonjour Sonia, ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir aujourd'hui, je suis ravie. Alors, j'ai aujourd'hui Erika Galland à l'émission Secrets de sorcière. Et Erika, je la cite, dit avoir un métier avec un impact, c'est son désir, et de contribuer au développement de la société et de l'humain, c'est son moteur. Sa mission, au travers d'Acapella Art, c'est révéler les âmes d'artistes en chacun de nous. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Erika? Oui, alors, donc Acapella Art, c'est la façon donc, dont on le prononce et dont je l'ai conçu pour, voilà, c'est le jeu de mots entre a cappella, chanter a cappella et l'art. J'expliquerai peut-être après d'où ça vient. Mais donc voilà, je suis donc Erika, j'ai créé Acapella Art il y a 2 ans maintenant, c'était pendant le confinement, un moment où on était tous coupés de la culture et de l'art et des possibilités en tout cas de s'évader par ce moyen. Et j'ai voulu donc recréer le lien humain et permettre aux personnes de se faire du bien à travers la pratique artistique et linguistique, puisqu'il y a aussi des cours de langue. Voilà, et donc je sais pas jusqu'où je peux aller dans la présentation maintenant, dis-moi. Raconte-nous Acapella Art, sa genèse, raconte-nous à qui s'adresse Acapella Art. Et puis de toute façon, on a encore beaucoup de temps devant nous pour parler de toi. D'accord, alors Acapella Art, écoute, c'est un métier passion, vraiment. J'ai depuis toute petite une âme d'artiste qui n'a pas toujours été ou exprimée ou qui a été un peu brimée, on va dire. Disons que je chante depuis que j'ai 5 ans. J'étais dans une chorale quand j'étais petite et j'étais soliste d'ailleurs. Je savais même pas lire. J'apprenais tout par cœur et mon grand rêve, c'était de participer à l'école des fans, ce qui n'a jamais été possible. Tu aurais voulu être une deuxième Vanessa Paradis, en fait. Oui, alors, quand j'étais petite, je connaissais pas encore Vanessa Paradis, mais peut-être que oui, ça aurait pu être un des destins, mais ça n'a pas été le cas puisque mes parents n'ont jamais voulu s'afficher à la télé. Donc, j'ai pas pu être... voilà, je les comprends en même temps. Je les comprends. Parce qu'à l'école des fans, les parents, ils en prennent pour leur compte quand même. Oui, c'est ça. Et puis, avec le sketch qui est sorti derrière, bon, voilà.
Donc j'ai pas pu participer à l'école des fans, mais malgré tout, j'ai continué le chant. J'avais toute seule dans ma chambre, j'avais un synthé quand même. Il m'avait offert un synthé, donc je chantais. Je m'imaginais sur des grandes scènes, chanter avec mon micro et mon synthétiseur toute seule. Donc voilà, c'est vraiment une passion depuis toujours, le chant, la musique en particulier. Puis j'ai fait aussi pas mal de danse, du théâtre, d'écriture. J'écrivais beaucoup aussi. Et j'ai commencé le piano à l'âge de 30 ans. Donc là, c'est plus récent. Ça fait quand même 15 ans, remarque, j'ai 45 ans. Mais en tout cas, l'art a toujours été un fil conducteur dans ma vie. Ça n'a jamais été un métier. Ton fil rouge. Hein. Ouais, ça a été mon fil rouge, issu de famille médecin, qui avaient plutôt le désir que leurs enfants fassent des filières classiques. Alors, ils auraient bien voulu que je sois aussi médecin. Mais j'ai été un peu rebelle dans l'âme, donc j'ai pas fait ce qu'on m'a demandé de faire et j'ai choisi une autre voie qui était plutôt que le commerce. Mais en tout cas, voilà, j'étais plutôt incitée, encouragée dans une voie plus classique parce que artiste, on le sait bien, c'est pas un métier. Non. Les autres, ça va. Pour les autres, ceux qui sont à la télé. Mais je me suis toujours demandé dans l'esprit, la tête des gens et des parents en particulier, si ces artistes ne naissaient pas artistes déjà, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà le micro dans une main, la baguette de batterie dans l'autre ou que sais-je, et qu'ils avaient tous ces dons sans travail, sans être passés par toutes les étapes pour devenir artistes reconnus et talentueux qu'ils sont, ou moins pour certains, mais bon, c'est pas le sujet. Oui, on se demande comment on apprécie les artistes. On les voit à la télé ou dans un musée ou enfin selon la discipline. Mais quand il s'agit de ses propres enfants, on freine des cas de fer. C'est autre chose là. Et ce n'est pas un métier. Oui, tu vois, ça va être difficile. Il y a beaucoup de monde qui se battent au portillon. Et puis, quelque part, on ne croit pas au don de son enfant. Le don, c'est pour les autres. Le talent, c'est pour les autres et pas pour nos propres enfants. Et combien de grands talents en devenir ont été étouffés dans l'œuf. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, l'expression. C'est dingue quand même quand on voit pas. Enfin, c'est pour les autres, voilà. C'est pour les autres. Alors j'ai bon espoir que maintenant ça change un peu et que les parents laissent davantage leurs enfants choisir. Mais c'est vrai que c'est pas encore quelque chose de très encouragé, même à l'école. Tu vois, à l'école, on a 1 heure d'art plastique, 1 heure de musique, tout au mieux. C'est pas les matières les plus enseignées, les plus encouragées. Voilà, donc en tout cas, bon, c'est mon parcours. J'étais un peu frustrée de pas avoir pu exprimer davantage. Et puis on m'a pas encouragée. J'avais pas confiance en moi non plus, parce que voilà, quand on te renvoie l'image que c'est pas un vrai métier, que bon, ok, c'est bien, ma cocotte, tu chantes dans ta chambre, mais ça fera jamais rien. Bon, bah, du coup, quand tu es jeune, t'écoutes la voix de la sagesse et puis tu fais ce qu'on te demande. Donc, voilà, ça a été toujours en toile de fond. J'ai jamais lâché malgré tout. J'ai toujours eu une activité. Ça a vraiment été ma bulle de bien-être et ça m'a même sauvée dans plusieurs circonstances plus douloureuses. L'art m'a vraiment sauvée, l'écriture notamment m'a permis vraiment de m'évader, de trouver des ressources. Mais bon, ça, voilà, jusqu'à 2020, c'était encore comme ça en à côté. Et j'étais donc dans une multinationale pendant 20 ans. J'ai bossé dans une grande entreprise à plusieurs postes de communication et de développement durable. C'était très intéressant. Le sujet, j'ai eu toujours, quand je dis dans ma bio, j'ai toujours voulu avoir un métier à impact. C'est vraiment ce que j'ai choisi. Aussi de travailler dans le domaine du développement durable, c'était une façon pour moi d'avoir un impact sur la société voilà, et de contribuer à mon niveau, en tout cas, à améliorer les choses et la préservation, et travailler sur la préservation sur l'environnement. Voilà, donc ça c'est un peu le parcours global professionnel qui finalement a été un parcours quand même assez intéressant dans l'acquisition des compétences. Parce que l'art était toujours en toile de fond, le développement durable notamment, et la communication et la gestion de projet, tout ce que j'ai pu apprendre dans cette entreprise ont été très importants. Ça a été des atouts vraiment majeurs qui m'ont permis, à un moment donné, de reconnecter ma passion
et mes compétences professionnelles pour créer ce qui est devenu Acapella Art. C'est fou comme les parcours, même, je dirais surtout, les parcours atypiques, multipotentiels, touche à tout, où à un moment M, comme on dit, on prend son CV, dans le meilleur des jours et des cas, on se dit, j'ai un profil atypique. Dans des jours moins sympathiques, on se dit, c'est du grand n'importe quoi. Et on s'en veut d'aller dans tous les sens. Et qu'à un moment donné dans la vie, et on arrive à un point où tout se réunit comme des pièces de puzzle. Et c'est là où on voit j'aime bien le mot masterpiece, non pas parce que ça veut dire chef-d'œuvre en anglais, mais parce que c'est des petites pièces qui créent une plus grande pièce, qu'on ne pouvait pas voir parce qu'on a un peu la tête dans le guidon. On voit les petits bouts, mais on voit pas l'ensemble. Et à un moment, l'ensemble se dessine comme une évidence et tout ce qu'on a fait nous sert. Tout, même le métier le plus, ou le poste le plus éloigné de notre personnalité ou de notre parcours ou le plus atypique, au final, il a sa place dans ce puzzle et que si on l'enlevait, eh ben, il serait pas complet, ce puzzle, et il aurait beaucoup moins de sens. Enfin, il y aurait un trou, tout simplement, et donc on verrait pas la pièce, l'image dans sa globalité et fini. Je veux pas dire par là que c'est fini, que ce que tu es en train de faire là, c'est la fin de ton parcours. Je suis sûre qu'avec ta personnalité, dans 10 ans, tu serais encore sur autre chose. Mais c'est bon aussi de prendre ce recul, je dirais même de la hauteur, parce qu'il faut de la hauteur pour ça, et non pas du recul, de la hauteur et voir dans son ensemble qu'est-ce qu'on a fait et comment tous finalement s'imbriquent. Et on n'a jamais perdu son temps. Non, tu te rends compte qu'en fait, que ce soit les expériences professionnelles ou personnelles aussi, parce que finalement, d'avoir moi eu une âme d'artiste un peu brimée, finalement aujourd'hui, c'est ce que je cherche à faire au travers d'Acapella Art, c'est de révéler les âmes d'artistes. Donc cette expérience me fait dire que il y a plein d'artistes qui s'ignorent, il y a des talents. Parfois, on n'a pas confiance en soi et on n'ose pas, ou on se dit que c'est trop dur, ou mais finalement, il suffit d'un petit rien, d'un petit quelque chose, d'un prof qui va donner l'envie, qui va créer cette étincelle qui peut donner des choses magnifiques. Donc moi, ça m'a donné cette envie de contribuer pour les autres. Et donc en fait, tout ce que l'on fait dans la vie, tout ce que l'on a vécu, du négatif et du positif, apporte finalement une pierre à l'édifice. Maintenant, je suis maman et je vois mes enfants qui sont. Maintenant, je vois de plus près le système scolaire. Je vois aussi qu'il y a des compétences qui sont pas forcément développées. Les langues, tu vois, j'ai vécu à l'étranger, j'ai vécu 2 ans en Angleterre. Je suis atterrée de voir le niveau d'anglais des Français. On a dans beaucoup de pays, l'anglais fait partie des apprentissages de base. Et en France, on est encore pas très bon, quoi. Je vois à l'école, même ma fille qui passe le brevet cette année, quand les profs en début d'année m'ont dit, voilà, bon, au brevet, il y a le français, les maths, les sciences. Je dis, mais il n'y a pas d'anglais? Ah non, il n'y a pas d'anglais. Et tu te dis, aujourd'hui, dans un monde international, avec la mondialisation et l'ouverture nécessaire aux langues étrangères, et notamment l'anglais, puisque c'est la langue universelle, que ce soit pas encore intégré dans les systèmes, dans le système éducatif au-delà d'une petite heure ou deux, et encore en école primaire, c'est au bon vouloir de la maîtresse. Et en fait, tout ça, quand tu prends de la hauteur, comme tu dis, entre les expériences professionnelles, personnelles, ce que tu vis au travers des enfants, au travers de ta famille, de mettre en place tout ça, de te dire, mais moi, je veux changer ça, en fait, je veux réussir à créer quelque chose qui va peut-être faire comprendre petit à petit. Alors, bon, à mon niveau, à mon avis, il faudra encore beaucoup d'années, que ce soit dans le développement durable, où j'ai essayé assez tôt, finalement, dès 2004-2005, je me suis intéressée à ce sujet où c'était pas encore quelque chose de très en vogue, on va dire, même si c'est le en vogue avec ce sujet, c'est un peu malheureux, puisque c'est un vrai sujet, il n'a pas à être en vogue. Malheureusement en vogue, mais au moins, en tout cas, on commence à prendre conscience de certaines choses, même s'il n'y a pas assez d'action à mon goût. Mais en tout cas, dès 2005, je me suis intéressée. Là, je m'intéresse à l'art et je vois qu'il y a quand même des choses, et que après le confinement,
maintenant, les gens prennent conscience et les écoles prennent conscience, et je vois avec l'activité que j'ai créée que ça commence à être intégré, que c'est un élément essentiel de l'humain, du développement de l'humain, et dans l'histoire de l'humanité, l'art a toujours fait partie. On date beaucoup de périodes par rapport aux héritages culturels, en fait. Donc, c'est quand tu prends de la hauteur sur tout ce que tu as vécu, tout ce que tu expérimentes, tout ce que tu vois. Et puis, je fais beaucoup de développement personnel, donc ils me permettent peut-être aussi plus facilement d'avoir un regard là-dessus. En tout cas, maintenant, je suis ravie de pouvoir, d'avoir réorienté un peu mon parcours professionnel et de pouvoir contribuer à ça. En fait, ton vécu t'a permis d'élaborer un projet qui, dans les études de marché, répond à un besoin. C'est souvent comme ça qu'on crée un service et un produit. Et dans tes mots à toi et des personnes de ta sensibilité, je dirais plutôt avoir du sens et un impact positif, en tout cas le mieux possible, le plus grand possible à ton échelle, pour donner un sens à qui on est et pourquoi on est là sur Terre, en fait. Et c'est ton deuxième fil rouge au final, même si il y en a un qui est arrivé plus tôt, qui est l'art, l'envie de chanter, ça a commencé comme ça. Et plus tard, en entreprise, tu as attrapé l'autre fil rouge parce que tu voulais donner un sens à ce que tu faisais et laisser un impact positif, une trace positive de ton passage en entreprise. Et on voit bien que maintenant, tu réunis en fait tout ça, au-delà du fait que tu as, comme tu le disais si bien, acquis des compétences qui te sont certainement indispensables aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur. Et quand on t'entend parler de ton parcours et de ce que tu as fait aujourd'hui, il me revient à l'esprit cette citation, je crois qu'elle est d'Oscar Wilde, qui dit « La sagesse, c'est d'avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit. » En fait, tu t'en es peut-être pas rendu compte avant, mais ton rêve était là en arrière-plan, il était assez grand pour pas que tu l'oublies, pour pas que tu le perdes de vue, malgré les années. Même si tu as passé 20 ans en multinationale, t'es revenu à ton grand rêve d'enfant, de faire de l'art d'une autre manière, mais même pas, je dirais avant, puisque tu disais tout à l'heure, tu as repris le piano à 30 ans, et il me semble que tu t'es pas arrêté à pianoter, tu l'as fait à fond. Non? Oui, je suis du genre à faire à fond les choses. Donc oui, c'était un de mes grands rêves justement d'apprendre le piano, et j'ai commencé en devenant maman. J'étais enceinte de ma fille qui a maintenant 14 ans donc, et je me suis dit attends, ton rêve c'était de jouer du piano. Tu peux pas ne pas réaliser ton rêve parce que tu vas être maman là. Il faut lui montrer qu'en fait on peut réaliser ses rêves, que tout est possible, et que c'est pas parce que tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans que tu peux pas faire les choses et que tu peux pas te faire du bien, te faire plaisir et réaliser tes rêves. Et je sais pas, j'ai eu ce désir de penser à elle qui était encore dans mon ventre, et à moi aussi, en me disant non mais maintenant je vais être maman, je dois réaliser mes rêves d'enfant. Et je m'y suis mise, j'ai fait du conservatoire, j'ai appris le solfège, j'avais jamais appris le solfège. Et j'ai fait 8 ans au conservatoire, et au bout des 8 années, j'étais la dernière adulte à passer les auditions. Et ouais, j'ai vraiment reconnecté à ça. Et après, j'ai arrêté le piano parce que ça devenait très, très, très exigeant. J'ai eu mes 2 enfants pendant ce moment-là, donc je continuais à passer les auditions, à m'entraîner avec mes 2 enfants. Ça devait être folklore. Ouais, c'était. Parce que les enfants, ils ont horreur d'une chose, c'est que tu sois occupé à faire autre chose. Je me souviens d'enregistrements pour préparer les auditions où il y avait mon fils qui m'appelait à côté, mais pas parce qu'en fait il voulait juste que je m'occupe de lui, et moi j'étais pas dispo. J'avais vraiment ça en tête, et je suis ravie et fière de l'avoir fait, parce qu'il y a tellement de personnes qui s'empêchent de faire quand on devient maman. C'est un moment où on s'oublie un petit peu, et justement ça a été pour moi un moyen de garder cette connexion à moi-même en fait, et de continuer à être aussi moi-même, et pas que maman et conjointe et professionnelle, et voilà. Et après j'ai arrêté le piano. Par contre, j'ai commencé la batterie.
encore plus encombrant et plus bruyant que le piano. Ça prenait encore plus de place dans tous les sens. Chez moi, c'est un peu de musique, pratiquement. Il y a un peu de tous les instruments. Et là, en ce moment, j'ai arrêté la batterie. Maintenant, je fais de la percussion. Donc, voilà. mais ouais, non, ça a été vraiment le fil conducteur, effectivement. Et puis aussi maintenant, alors effectivement, je ne suis pas artiste, on va dire, connue et reconnue, mais ça aussi, ça a été un cheminement de me dire, non, artiste, c'est pas forcément ce que tu vois. C'est un état d'âme. Voilà. On croit un état d'esprit, un état d'âme. Ouais, exactement. C'est une âme. C'est pour ça que c'est révélé l'âme d'artiste. Artiste, c'est pas spécialement faire des grandes scènes et être Beyoncé ou Madonna. On peut être artiste à son niveau, se faire du bien, et c'est juste s'exprimer. C'est un moyen d'expression, de communication. Et c'est un moyen aussi de développer sa créativité. Et c'est un outil puissant, en fait. Et c'est ce que j'essaye, en tout cas, de faire comprendre et d'insuffler. Et toujours dans le plaisir, dans la bienveillance. Aussi l'apprentissage de l'art. Ça, c'est aussi un des valeurs et des missions de ton entreprise. Qui est issu aussi de mon vécu. C'est qu'en ayant fait du conservatoire pour la musique, mais aussi pour la danse, j'étais au conservatoire de danse, enfin conservatoire de la ville pour faire de la danse, et j'ai constaté comment c'était enseigné. Et je me suis dit, la dure. Mais ça va pas du tout. Mais on est là pour se faire du bien. Et en fait, je me suis fait engueuler par la prof. J'avais 40 ans, hein. Engueulée par la prof parce que je me suis trompée dans une chorégraphie, que j'ai eu un rictus parce que je rigolais de moi-même, en fait. C'était pas. Oui. Et elle l'a pris comme une offense et mais tu vas sortir du cours si c'est ça. J'ai 40 ans, je viens là pour me faire plaisir. Ouais, c'est la discipline militaire appliquée aux arts et oui, c'est vrai. Et tu te dis, mais attends, moi encore je suis adulte, donc j'ai quand même la capacité de me défendre, ou prendre du recul, ou de dire c'est pas grave. Mais j'ai entendu comment la directrice du conservatoire parlait à des enfants, à des petites filles, et c'était humiliant, c'était rabaissant. Et je me dis, mais mince, pourquoi, comment? Parce qu'on lui a fait la même chose. C'est une sorte de culture du conservatoire, et on lui a fait la même chose. Et avant elle, c'était pareil, et ça se transmet. Je l'ai vécu aussi, et pourtant dans un autre pays, une autre culture. Mais il y a une forme de culture du conservatoire où il faut être très discipliné, mais on confond la discipline et la discipline, c'est pas le manque de bienveillance. Non. Ce sont deux choses différentes. D'ailleurs, on peut être très discipliné avec beaucoup de bienveillance parce qu'on le fait avec amour, parce qu'on en a envie. Et au contraire, quand tu le fais avec bienveillance, avec plaisir, et je le vois maintenant dans ce que j'ai créé. Maintenant, donc à Capellart, c'est des professeurs que je missionne, artistes ou professeurs, parce que pour les langues, par exemple, qui vont aller enseigner soit dans les écoles, soit dans des collectivités, qui vont faire voilà. Et aussi, on a des cours en direct, mais c'est vraiment cette recherche de plaisir. Et je vois que les enseignements ne sont pas classiques. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs beaucoup avec des écoles Montessori. La méthode Montessori, je pense, est réceptive à cet apprentissage un peu alternatif. Mais du coup, c'est vraiment, on voit les progrès des enfants, notamment, et des adultes aussi, parce qu'il y a des cours adultes, mais c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus motivant. On voit que l'engagement... Parce que leur cerveau, leur esprit est disponible. Il n'est pas dans la peur. La peur, ça enlève au moins la moitié de l'énergie et de l'envie et de l'intelligence même. Et oui, et moi je me suis rendu compte... Et donc de la disponibilité du cerveau. Au bout d'un moment, j'ai fait des cours de théâtre au conservatoire aussi, et je me suis dit décidément, tu as un gros abonnement au conservatoire. Ouais, parce que c'était à côté de chez moi, et puis que quand tu réfléchis pas, en fait, quand tu veux faire une discipline, tu te dis bon, il y a le conservatoire qui est là, voilà. Et je me souviens que j'arrivais avec la boule au ventre et que j'avais arrêté les cours en milieu d'année parce que j'y arrivais pas. Alors, j'avais quand même la vingtaine d'années, 25 ans. Et toute ma vie, j'étais persuadée que j'aimais pas le théâtre. Je me disais, moi, j'aime pas le théâtre, je suis pas bonne au théâtre, je sais pas faire. Mais en fait, non. C'est juste que j'ai pas eu la bonne. On t'en a pas donné l'envie. Et maintenant, je vois comment ça peut être enseigné. Et en fait, il suffit de trouver. Et tout est question aussi de la façon dont c'est enseigné. Et voilà. Donc, encore une fois, toutes mes expériences malheureuses à moi ont fait que je prends ça, j'acte, j'analyse. Je me dis, tiens, il y a peut-être quand même une autre façon de faire. Ouais. D'ailleurs, tu te dis,
une guérisseuse de l'âme qui diffuse ses prises de conscience et partage ses découvertes à qui est réceptif. Je reprends tes mots. Donc, tu as à cœur de guider les autres vers leur bien-être, leur bonheur, notamment grâce à cet outil qui est puissant, qui est l'art. Ça résume vraiment tout ce qui a été dit là pendant 5 minutes sur ton approche du développement personnel, de l'épanouissement et de l'apprentissage par l'art. Que ce soit de l'art ou autre chose, quand tu parles des langues ou des échecs. J'ai vu qu'il y avait aussi des cours d'échecs. Ce n'est pas de l'art à proprement dit, mais tu vas faire rentrer cette dimension-là dans l'apprentissage et tu es une guérisseuse et tu guides aussi ces âmes par la bienveillance et l'artistique. Quelque chose qui est en nous enfui, parce qu'on est tous des artistes quand on est enfant. Il y a pas encore de rigidité, on n'est pas encore dans les injonctions, on les comprend pas, donc on les a pas. Ça vient plus tard, mais au début, on est tous libres, rebelles, artistes dans l'âme, et puis ça change pour le meilleur et pour le pire dans les années qui suivent. Eh ben oui, et tu as dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure en préparation de l'interview, qui était le côté guérisseuse. J'avais pas associé ça, tu sais, avec mes origines, enfin en tout cas mon cadre familial, qui était médical, médecin. Donc dans une famille de médecins, être artiste, tu vois, ça cadre pas, quoi. Mais en fait, maintenant, je comprends le lien et guérisseuse de l'âme, oui, guérir les âmes d'artistes. La guérison, ça peut prendre plusieurs formes, effectivement. Oui. Je suis pareil que toi, une descendante de femmes qui étaient dans la guérison sous des formes très différentes. Ça va du médecin au psychologue, en passant par l'accoucheuse, qui était mon arrière-grand-mère. Et en fait, moi, pareil, à un moment donné, je me suis rendu compte de cette filiation qui était très forte dans la guérison, alors que j'avais l'impression, quand à un moment donné dans ma vie, vers 35 ans, j'ai décidé de sortir du monde de l'entreprise et d'aller vers la guérison, j'étais une rebelle. Je pensais faire quelque chose de très différent. Et finalement, oui, c'était très différent dans la forme, mais dans le fond, j'étais dans la lignée. Toujours dans cette lignée qui a commencé par mon arrière-grand-mère qui était analphabète, totale analphabète, mais qui était accoucheuse, et mes tantes, ma mère, qui la plupart étaient ou infirmières, ou psychologues, ou psychanalystes, ou médecins, ou ci ou ça, toutes dans la guérison. Et même celles qui n'ont pas eu de formation dans le métier de la guérison, à un moment, elles ont switché et elles ont changé de métier et elles sont allées vers la guérison, comme s'il y avait ça dans notre ADN. Et on peut pas y échapper, quelle que soit la forme qu'on choisit. Et c'était très inconscient chez moi à 35 ans. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus conscient. Je sais que c'est une lignée et que je suis fidèle à cette lignée et avec beaucoup de plaisir. Je suis fidèle, non pas par obligation, bien au contraire. Écoute, je m'en suis rendu compte aussi là, parce que je pensais être un peu le vilain petit canard ou l'extraterrestre de la famille quand c'est pareil. Moi, j'ai toute ma famille quasiment qui est dans le domaine médical ou paramédical. Ma sœur, mon frère, mon oncle, enfin voilà, mes parents. Il y a vraiment beaucoup dans ce domaine-là. Et je me suis dit bon moi, je sais pas, je suis à part en fait, comme d'hab un peu. Mais en fait non, effectivement, ça a du sens quand en préparant cette interview. Donc tu vois, c'est chouette aussi d'avoir des prises de conscience, même encore grâce à une reconnexion à quelque chose qui était inconscient chez toi. Exactement, et voilà, c'est de la guérison différemment. Mais on parle d'art-thérapie d'ailleurs. Ce qui est encore un petit peu l'art-thérapie est encore associé à la guérison pour des personnes qui ont des troubles ou qui ont des troubles psy ou quoi, parce que c'est encore beaucoup utilisé comme ça, mais finalement c'est une thérapie aussi même pour des gens qui n'ont pas a priori de troubles, mais on se guérit vraiment, on prend confiance en soi, on se redécouvre. Donc c'est un autre moyen
Écrire, par exemple, c'est donné à peu près à tout le monde. On n'est pas obligé d'écrire pour les autres ou pour écrire un livre, mais ne serait-ce qu'un journal intime où on passe de la tête à des mots en passant par les doigts parce qu'on écrit et donc on matérialise ce qu'il y a dans notre tête, on se libère déjà mentalement d'une certaine charge et mettre les mots sur les mots, M-A-U-X, et de se relire, ne serait-ce que ça, c'est déjà une forme d'art, même si on n'a aucune intention. D'ailleurs, il faut avoir aucune intention derrière, parce que sinon on se bloque, on se dit c'est nul ce que j'écris, c'est pas bien, ça ne sert à rien. Mais déjà le faire que pour soi, et c'est déjà un début d'art. C'est un outil très puissant aussi, le journaling, on appelle ça du journaling, de prendre ce temps d'écrire matin ou soir ou à un moment où on en a envie, tout ce qui passe par la tête. Et ça libère la charge mentale, ça permet de coucher sur le papier des choses, des idées compliquées, enfin, ou d'éviter de cogiter, quoi. Et on le couche, et c'est vraiment très puissant. Donc c'est aussi ça, c'est que l'art, ça peut être plein de formes différentes. Ça peut être chacun trouve son moyen d'expression, et c'est aussi ce que j'ai voulu créer dans cette structure, c'est ne pas limiter ça à du théâtre ou de la danse ou du chant, mais proposer d'autres choses, du cirque, de la danse, qu'est-ce qu'on fait ? On fait des ateliers de construction aussi, parce que finalement l'artisanat, c'est de l'art aussi. On construire de ses mains. Il y a la même étymologie, art, artisan. Les arts créatifs, les arts manuels. Là, tu vois, on va lancer là juste après les vacances un atelier de poésie slam justement, d'écriture, et un atelier de chant gospel. Super le gospel. Ouais, c'est génial le gospel. Ouais. Au-delà de l'aspect religieux, on n'est pas du tout dans la recherche. Oui, mais il est construit pour transcender le gospel. C'est parce qu'il y a au départ il y avait de la religion, ça a fait que bon c'est conçu pour s'élever, qu'on soit dans la religion ou pas. Donc c'est deux ateliers qui me tiennent bien à cœur parce que le gospel, bon, le chant et puis l'écriture aussi, les moyens de dire ce qu'on, dire ce qu'on a envie de. Exprimer ce qu'on a envie de dire. Voilà, et le mettre en mots et sans recherche de la poésie, c'est pas que des grands poètes, encore une fois. C'est pas forcément, ma fille de 11 ans, elle écrit aussi, elle fait des petits poèmes. C'est mignon, c'est pas, elle sera pas peut-être une grande poète, mais c'est pas grave, en fait, ne serait-ce que de s'exprimer. Je dis ma fille de 11 ans, elle a 14 ans, parce qu'en fait, j'avais créé un concours d'écriture, justement, pendant le confinement, et elle avait écrit à ce moment-là, donc c'est pour ça que D'accord. Mais maintenant, elle a 14 ans, elle écrit toujours un petit peu, je l'encourage en tout cas. Et voilà, c'est retrouver son moyen d'expression, et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu vraiment créer quelque chose de très flexible qui permette à chacun d'expérimenter. Et de désacraliser quelque part. Exactement. On n'a pas besoin d'être super doué pour quelque chose pour se réaliser. Ce qui compte, c'est d'y mettre son cœur et son âme et que ça nous fasse plaisir. Exactement. De plaisir. Le plaisir, toujours. Voilà, pas forcément une compétition, des auditions, d'être le premier danseur, le premier je sais pas quoi. Juste chacun à son niveau s'exprimer. Et on a tous un petit don. Et je mets petit, c'est pas parce que c'est péjoratif, c'est-à-dire qu'on a tous un petit quelque chose qu'on peut exploiter pour nous faire plaisir, pour nous exprimer. Et le champ des possibles est énorme. Le champ des possibles est infini, et c'est pour ça que je souhaite vraiment, j'encourage, et dans mon introduction, il y a une de mes devises qui est vraiment la vie, c'est expérimenter. C'est ça, en fait, c'est que quand on est multipotentiel, on en parlait, on a tendance à vouloir tester plein de choses, et dans la société, c'est mal. Il faut s'engager, il faut faire quelque chose. Oui. Tout le temps la même chose. Combien de fois je me suis entendue dire arrête de courir tous les lapins à la fois, concentre-toi sur quelque chose, fais bien quelque chose. Pourquoi en fait, si aussi on a envie d'essayer, tu vois là, moi j'ai fait du chant, du piano, de la batterie, de la percu, etc. Et avant je me sentais mal de changer comme ça. Je me dis mince, je suis pas normale. Pourquoi les autres ils font inconstante. Inconstante.
Mais non, c'est qu'en fait, Ça va lui passer, c'est une lubie, puisque justement, on touche à tout, donc rien n'est sérieux puisqu'on touche à tout. Donc, c'est pas sérieux. C'est ça, en fait, c'est ce qui nourrit finalement la curiosité. Elle peut très bien apporter, chaque chose apporte une nourriture différente, en fait. Comme dans un repas, on n'a pas que des pâtes ou que... C'est ça, j'allais te dire, si on ramenait ça à la nourriture, puisque tu le cites, c'est comme si on nous obligeait à manger le même plat tous les jours. C'est inconcevable. Oui. Et pourquoi pas pour le reste? Pour Exactement. Les métiers, sa carrière, ses goûts musicaux. Mais oui. Oui. Et alors, pourquoi on devrait... On a besoin de... Et puis même si on était dans le même plat, on a besoin de textures différentes pour être rassasié. On a besoin de croquant, de crémeux, de liquide, de solide, de mâché, et pas mâché. Enfin, donc, au final, même si on reste à faire la même chose, on a besoin de plusieurs formes pour se rassasier. Et si on devait faire cette métaphore et ramener ça à de la nourriture, à l'alimentation, c'est qu'on est fait pour goûter à beaucoup de choses, pour se sentir bien. Et alors, pourquoi on ne s'autorise pas sur le reste? Pourquoi, en fait, non, je vais pas faire des cours de dessin, plus des cours de langue, et plus aller, je sais pas, faire de la guitare, et puis aller à la piscine, et puis non, ça fait trop. Non. Oui. Il n'y a que le temps qui nous limite, au final. Oui. Parce que bien sûr, au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire dans une journée. Mais en dehors de ça, je pense qu'on peut faire énormément de choses dans une vie. Si ce temps s'étalait sur une vie, oui, on a le droit de changer de vie et d'instrument, de voix VOX et de voix VOIE, autant qu'on veut. Exactement. Donc, c'est vraiment... je pense la mission est grande, en fait, et je me rends compte que c'est très large, et il y a beaucoup de choses que j'ai envie d'insuffler, notamment aussi valoriser le travail des artistes. Ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. De justement, de cette injonction de l'art artiste, c'est pas un vrai travail. Si, en fait, et c'est des gens qui ont fait des études, souvent, ou qui sont autodidactes, mais qui ont passé... Qui travaillent, c'est des heures et des heures. Mon fils qui s'est mis à la musique, il a été... Tu parlais tout à l'heure on trouve pas toujours les bons profs, ou celui qui te met l'étincelle. Mon fils a eu la chance d'être dans un collège où le professeur de musique ne se contentait pas de son heure de cours de musique et de jouer au pipeau, mais de valoriser les enfants et de détecter des dons et de leur proposer des ateliers du soir. Chouette. Donc, et gratuitement. Donc, c'était du temps qu'il donnait de sa personne, quoi. Il y avait... Et donc, il a eu cette chance-là parce qu'il gratouillait un petit peu, mais avec ce professeur, il s'est mis vraiment à faire de la guitare et tout ça pour dire que être artiste, moi, je me souviens de répétition d'un accord à la guitare. Toute la journée, j'entendais le même accord parce qu'il n'était pas content de lui jusqu'à ce qu'il soit parfait. Et ça peut être énervant quand on est dans la pièce à côté, qu'on entend... Et je lui ai jamais rien dit parce que je me dis, mais s'il ne passe pas 10 heures à faire le même accord jusqu'à ce qu'il devienne parfait et que je ne le supporte pas, que je lui dis arrête de faire du bruit, il ne fera jamais rien de la musique. Et un artiste ne naît pas artiste. Il découvre un instrument, enfin, pour rester dans la musique, ou une danse, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'imperfections au début. Ça peut nous casser les oreilles pendant très longtemps avant que ça devienne quelque chose d'agréable. Et les artistes qu'on voit à la télé, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ils sont pas nés comme ça. Ils sont passés par toutes ces phases. Et pourquoi les parents ou même les professeurs ou l'environnement acceptent les artistes quand ils sont connus, mais ne conçoivent pas qu'avant d'en arriver là, leur enfant peut être cette graine de star future ou tout simplement quelqu'un qui va en vivre d'une manière ou d'une autre sans être une star, et qu'avant d'en arriver là, il va passer par toutes les phases ingrates et qu'il faut l'accepter et que c'est pas que pour les autres. Oui, et puis que c'est juste du coup, quand des personnes ont consacré une bonne partie de leur vie à ça, se sont formées, ont travaillé,
je trouve que malheureusement, c'est pas un métier valorisé. C'est encore le saltimbanque. Ouais, c'est encore le saltimbanque. C'est encore une vision très arriérée de ce métier et pourtant on amène du beau. L'artiste amène du beau, amène du. Et moi, la preuve, on achète des places de concert, pour aller voir des ballets, on achète des billets pour aller voir des expositions dans les musées. Le beau n'est pas nécessaire, c'est indispensable dans nos vies. Et oui. Le beau, la beauté sous toutes les formes. Et on est prêt à acheter ça. On l'achète par des abonnements, un billet de musée ou de concert ou de ballet ou un ticket de cinéma, peu importe. Tout ça, on est prêt à l'acheter, on est prêt à aller le regarder, payer, mettre de l'argent, mais pas quand il s'agit de nos enfants. Oui. Enfin, pas pour tous. Pas pour tout le monde, heureusement. Dieu merci, c'est que ces artistes existent, c'est que quelque part, où ils ont été assez rebelles pour creuser leur voie tout seuls, sans soutien, ou parce qu'ils ont eu le soutien nécessaire, et tant mieux pour eux. Et parfois, il y en a qui se découvrent sur le tard aussi. Oui, aussi. Et justement, aussi, tardivement, oui. Une de mes missions, c'est aussi ça, c'est d'une part de valoriser le travail des artistes et de les rémunérer en conséquence. Correctement. Bien, pas au lance-pierre. Et aussi d'essayer de détecter, j'adore ça, détecter le potentiel. J'ai des exemples d'intervenants avec qui je travaille maintenant, notamment un papa d'une petite quarantaine d'années qui a toujours travaillé dans le bâtiment, donc rien à voir, et qui avait la passion de la guitare. Et il me dit, et on s'est connecté, je sais plus trop bien comment, et il me dit, moi je fais de la guitare, moi j'adore ça, mais je sais pas, j'ai pas de formation classique, j'ai pas de diplôme là-dedans, et je sais pas si je serai enseignée. Je dis, t'es passionné? Oui. Tu travailles beaucoup? Oui. T'aimes les enfants? Oui. Et tu sauras faire. Et en fait, du coup, je l'ai incité à y aller. Il a fait un cours, 2 cours, 3 cours. Il a fait toute l'année. Et là, en fait, il a quitté, il a complètement switché. Et maintenant, il est freelance et il trouve d'autres missions en dehors d'Acapella. Il n'y a pas que moi. Et ça, je me dis, mais c'est génial. Je dis là, c'est quelqu'un qui s'est révélé à 40 ans et qui kiffe, qui tous les jours, il me dit, mais merci, je croyais pas en moi. Je pensais pas que ce serait possible de vivre de ma passion, mais en fait, si, maintenant, je touche du doigt mon rêve. Et ça, en fait, c'est mon plus grand bonheur. Oui. C'est d'amener du bonheur pour les enfants, pour les élèves, mais aussi pour même les artistes dans l'âme adulte. Et les passionnés sont passionnants. Voilà. Et c'est ça qui est magique. Et si tu permets, je voulais en fait, tout à l'heure on l'a abordé sous un autre angle. On a parlé de la lignée familiale et les origines globalement. Et tu m'avais dit que ta première initiation à l'invisible, j'appelle ça comme ça, ce sont mes mots, te vient de ta mère par le tarot. Tu peux un peu nous raconter cette expérience et puis surtout comment tu vis ton côté sorcière, ton côté witch aujourd'hui? Alors maintenant que je commence à assumer ça, parce que j'en ai eu peur très longtemps et ça m'a intriguée. J'étais de celles qui regardaient l'émission Mystère quand j'étais petite, pour les gens qui sont de notre génération, qui étaient intrigués et qui allaient après dans sa chambre tout apeurés en se disant mais ça existe vraiment tout ça? Mais je comprends pas. Mais en fait je sens que ça existe, mais je n'arrive pas à comprendre bien ce qui se passe. Donc je me pose déjà beaucoup de questions. J'adorais Ma sorcière bien aimée, bien sûr. Et en fait, ma famille a toujours été ma mère notamment et mon grand-père ont toujours été très portés sur ça, sur l'invisible, qu'ils ont aussi expérimenté. C'était pas trop dit, c'était distillé, mais pas forcément amené comme une science, si tu veux. Donc chez moi, ma mère avait un tarot, donc le tarot de mon grand-père d'ailleurs, un pendule, elle est fan d'astrologie, elle adore l'astrologie, et à chaque fois, même encore aujourd'hui, elle connaît même limite le thème astral des personnalités publiques. Oui, quand même, ça va loin, une grande passionnée. Oui, parce que quand même, tu vois... Emmanuel Macron, il est tel signe, ascendant tel signe, et puis dans sa carte du ciel, il a ça et ça, donc c'est pour ça que machin. Ah oui, d'accord. Donc avant, ça me saoulait,
Et maintenant, ça m'intéresse en fait parce que je bosse, j'en rigole et puis je me dis mais je comprends beaucoup de choses et ce côté invisible dont j'ai hérité m'a toujours intriguée. Et je me suis intéressée à plein de choses, donc l'astrologie bien sûr, la philo m'intéressait beaucoup, la psychologie. Maintenant, je m'intéresse beaucoup à la physique quantique, et la spiritualité, etc. Et j'ai découvert au fur et à mesure que cette partie-là qui était un peu cachée, qui est pas toujours très. Oui, on en a peur. Enfin, c'est pas quelque chose. Comme c'est pas cartésien, comme c'est pas toujours. D'ailleurs, c'est ce que je voulais souligner. Finalement, chez ta maman, qui est médecin, ton grand-père, tu me disais qu'il était commissaire de police. Commissaire de police, ouais. Et donc le cartésien fonctionnait avec le non cartésien et ça leur posait pas de problème finalement. Ça l'a pas empêché d'être médecin, ça l'a pas empêché ton grand-père d'être commissaire de police. Non, mais je pense pas que c'était dit. Je pense que c'est la preuve que on peut côtoyer les deux, c'est-à-dire que c'est pas antinomique, on n'est pas dans l'opposition. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très liées. Il y a beaucoup de physiciens qui s'intéressent à ça. Justement, il y a aussi des. Je m'intéresse. Enfin, là, je vais à une conférence justement. Il y a celle de Greg Braden et Bruce Lipton qui sont des scientifiques et qui s'intéressent justement à la spiritualité et comment les deux, en fait, donc le visible et l'invisible, quels sont les liens, quels sont et je trouve ça super passionnant. Et quand maintenant que je commence à assumer ça, et j'aime ça, ma mère m'a initiée parce qu'il y avait une prédisposition. Comme je l'ai dit, je suis un peu tombée dans le bain de l'astrologie et de l'ésotérisme quand j'étais petite, mais c'est vraiment ça. Et j'en avais peur avant, je l'assumais pas et je me demandais ce que c'était. Je me disais, c'est un peu une tare en fait, de ressentir des choses comme ça, d'avoir des intuitions, des choses qui sont pas palpables en fait. Mais tu te dis, mais c'est moi qui provoque ça, ça vient d'où, comment en fait. Et maintenant que je le sais, que j'ai ça, je le travaille. Au contraire, c'est génial. Oui. Du don, tu veux en faire un talent. Avec le travail. Je sais pas après si je pense qu'il y a eu un don. En tout cas, moi, ça m'intéressait, donc je l'ai développé. Ma sœur, par exemple, ça l'intéresse moins. Mais c'est ok, en fait. C'est chacun. Après, on a tous ça en nous de toute façon. On le développe, on le développe pas. Enfin, moi, j'en suis persuadée qu'on l'a tous. On a tous des capacités qui sont. Parfois, c'est aussi des animaux. Ils sont très intuitifs, ils sont très sensoriels. On est des animaux quand même. Faut pas l'oublier. On mentalise beaucoup et on se coupe parfois de nos sens et de notre corps. Mais quand on laisse parler les choses et que maintenant je fais beaucoup attention à mon intuition, je développe aussi des capacités. Bon, j'ai des oracles. J'adore. Je m'intéresse à l'astrologie, comme je disais. Et j'observe beaucoup, je fais du yoga, enfin voilà, je développe tout ça, je fais des retraites spirituelles, j'ai fait des voyages chamaniques, enfin encore une fois touche à tout, je vois. oui, tu touches à tout, mais à un moment donné, tu en feras quelque chose. De toute façon, c'est comme dans les maths, t'as des vecteurs qui viennent de toutes parts et à un moment, on calcule la résultante et on voit bien ce que ça donne tout ça. Donc, d'ailleurs, tu touches à tout. C'est comme si tu déterrais une autre partie de toi qui a toujours été là, mais tu la déterres pas, tu l'as mis à jour. Tu l'as fait renaître. Et d'ailleurs, ça va jusque dans ton business parce que tu te dis, enfin, tu as utilisé une expression. Je suis en formation de business witch. Alors moi, ça m'intrigue beaucoup. Je n'ai pas essayé d'en savoir plus avant d'en parler là, ensemble. C'est quoi une formation Business Week? C'est comment justement utiliser toutes ses capacités, prendre conscience déjà de ses propres capacités. Donc par exemple, moi je pense que je suis clairsentiente, donc je ressens beaucoup les choses. Il y a la clairvoyance, il y a la clairaudience, il y a des gens qui reçoivent des messages par... Et on est tous, à bout d'un moment, parfois, quand on dit « Ah, j'ai eu une idée ou j'ai eu une illumination », c'est ça. Oui, c'est ce que j'appelle, moi, l'évidence. Quand on a un truc qui
qui nous apparaît comme un tableau là devant nous et on ne sait pas d'où ça vient. Et j'appelle ça l'évidence, peu importe le sujet, peu Et des importe le domaine. messages qui t'arrivent, moi, c'est beaucoup par la vue. Enfin, je sais pas si voilà, la vue, c'est aussi mon sens numéro un, mais je vois beaucoup de choses, des messages qui m'arrivent dans la rue ou beaucoup de synchronicité, énormément de synchronicité. Et en fait, tout ça, quand tu l'utilises, quand tu utilises ton intuition, l'intuition, ça se développe. Hein, il y a vraiment des exercices pour le développer. Oui. Oui. On oublie de dire, mais tout ça, ça peut s'apprendre et ça se développe aussi. Ça se travaille, en fait. C'est comme tout. C'est comme on parlait de l'art et du chant et autres, ça se travaille. Bah, ça aussi, c'est des capacités qu'on a tous en nous, sensorielles, extrasensorielles. Le sixième sens, comme on dit, les femmes ont un sixième sens, mais en fait, c'est tout le monde, les hommes aussi. Tout le monde, oui. Donc ça se travaille vraiment. Et maintenant que je m'intéresse à tout ça et que je l'utilise, bah, parfois, par exemple, le matin, je me lève, je me dis, bah, tiens, je vais me tirer une carte d'oracle pour savoir l'énergie de la journée. Ou tiens, j'ai quelque chose qui m'intrigue, je vais l'utiliser en fait. Et c'est vraiment des outils maintenant qui me servent pour conduire mon activité. Donc c'est pour ça que le terme de business switch, c'est mystique business, c'est un peu voilà, ça peut paraître bizarre, mais en fait non, parce que finalement c'est des outils comme d'autres qu'on peut utiliser au service de son entreprise. Pour de la développer, pour trouver des nouvelles idées, donc moi je fais beaucoup de méditation maintenant. Oui. Voilà, c'est juste trouver des nouveaux outils, quoi. Je vois. Donc tu appelles ça toi business switch, voilà, mais il semble avoir vu des choses circuler autour de ça, donc ça porte des noms assez différents. Effectivement, il y a les coachs, ce qu'on appelle les coachs intuitifs, où ils vont te guider, t'aider à te dépatouiller dans tes projets, mais par l'intuition. En fait, c'est développer ce sixième sens. D'ailleurs, de très grands et grandes entrepreneurs dans le monde te parlent de ce sixième sens. J'ai des intuitions, c'est des évidences. En fait, même chez les très grands, les millionnaires et milliardaires, ça existe et c'est pas quelque chose d'abord de strictement féminin, de sorcière complètement à côté de sa plaque. On est tous sorciers et sorcières, juste déconnectés de ces aspects-là un peu trop. Et on peut très bien être à la fois cartésien pour certaines choses. Quand on fait un business plan, c'est cartésien. Et y mettre beaucoup d'intuition quand on prend des décisions, par contre. Il y a les chiffres, il y a l'information factuelle et ce qu'on en fait. C'est ce qu'on en fait qui est intéressant. Et c'est de l'écouter, c'est quand elle arrive, cette intuition, c'est pas dire « Oh non, mais c'est n'importe quoi, en fait. » Ouais. La théorie des 5 secondes ou des 5 minutes, tu connais ? Ouais. Et maintenant, quand tu as une idée, tu essayes de l'appliquer dans les 5 minutes qui suivent, sinon c'est ton mental qui prend le relais et en général, c'est foutu. Et quand tu commences à t'intéresser à ça, en fait, c'est vraiment puissant parce que ça guide, c'est vraiment un guide et un outil. Et après, donc dans cette formation de Business Switch, tu as aussi des rituels. On peut faire des rituels d'abondance, des rituels de purification. Maintenant, j'utilise par exemple la sauge ou oui. Et j'imagine aussi les tableaux de visualisation pour mettre un petit peu plus au clair ce qu'on a. Exactement. En fait, c'est du mind mapping qui prend un autre nom. Voilà. C'est tout. Et on parlait tout à l'heure, tu disais les stars, ou je sais plus comment tu as dit ça, mais il y a beaucoup d'hommes politiques qui ont des astrologues, par exemple. Oui, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ah oui, non, mais ça, en fait, c'est des outils qui sont utilisés, mais qui ne sont pas forcément connus et valorisés. Oui, et puis qu'on va taire. On n'est pas des bonnes femmes. Ben non, la sorcière, tu vois, puis la sorcière, ça a ce côté un peu, très. La sorcière, dans les dessins animés, c'est toujours la méchante. La méchante est laide. À part la sorcière bien aimée. Mais oui, c'est ça. Non, les sorcières, c'est juste, c'est une autre dimension et on réhabilite enfin cette notion. Oui, et ça est en train de beaucoup de bouger et beaucoup de femmes, en tout cas pour l'instant, revendiquent ce côté sorcière au sens noble. Tu vois, moi j'ai fait un épisode où je parlais d'une sainte catholique, d'une sainte Hildegarde de Bingen. Et je la décris comme sorcière. Alors, je suis sûre qu'il y a des personnes qui ont dû faire des O et des A. Comment ça ? C'est une sainte, elle est catholique, c'est pas une sorcière, vu qu'elles étaient
brûlée par l'Église. Donc, mais non, au sens noble, elle était tellement insoumise, rebelle, différente. Elle faisait ce que quasiment aucune femme ne faisait à son époque et que peu d'hommes faisaient de toute façon, tout en étant nonne et abbesse. Pour moi, c'est une sorcière au sens noble. Elle a tracé sa voie à sa manière, comme elle le souhaitait, et la preuve, c'est que 800 ans plus tard, voire plus, on en parle encore. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revisiter cette définition, cette image, ces croyances limitantes en fait de la sorcière. Et que maintenant, j'aime bien aussi ça, de faire cette formation. D'ailleurs, je fais une dédicace à la mentor sorcière qui s'appelle Laurie Audibert, qui a créé ces formations. Et quand on assume ça, finalement, ça libère beaucoup. On se dit, oui, je suis une sorcière, mais au sens noble, comme tu dis. Et je peux me servir de ça, de mes super pouvoirs, pour le bien de tous, en fait. Pour mon entreprise, pour moi, mais aussi pour les autres. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, finalement? Non. On n'a tué personne, on n'a fait de mal à personne, on a volé personne. Je veux dire, non, il n'y a aucun mal. Voilà. Il n'y a aucun mal. Enfin, c'est un vaste sujet, un vaste sujet qui peut être. C'est un vaste sujet, voilà. Et il faudrait plusieurs épisodes pour parler que de ça. On arrive à la fin de notre entretien et moi j'aime bien finir par 3 questions. Toutes simples. Quelle est ta plante préférée? Toutes plantes confondues. On ne parle pas des plantes médicinales en particulier. Une fleur, un arbre. Je dirais la sauge, du coup. La sauge, c'est une plante très féminine, donc et purificatrice. La Hildegard de Bingen, pour la reciter, disait que la sauge console. Donc, tu vois. Quelle est ta tisane préférée? Est-ce que tu bois de la tisane déjà? Peut-être que tu n'en bois pas. Pas beaucoup, mais j'aime bien le jasmin. On voit un peu tes racines aussi méditerranéennes, où le jasmin, la rose et la fleur d'oranger ne sont jamais très loin. Oui. Et est-ce que tu aurais une citation ou un livre ou une personnalité qui t'a particulièrement marqué? Alors, la citation, c'est celle qui m'a drivé et que j'explique souvent, c'est la citation de Confucius. On a 2 vies, la deuxième commence quand on s'aperçoit qu'on n'en a qu'une. Oui, qui a fait l'objet du titre d'un fameux roman best-seller. Ouais, j'ai pas lu le livre, tu vois, mais par contre, c'est cette phrase-là que j'avais lue dans une BD, je crois, qui m'a fait tilt et qui m'a fait faire des gros changements dans ma vie, notamment personnelle. Donc cette citation. Et puis alors, une des personnalités, moi qui aime les artistes, je suis une grande fan de Björk. Bien sûr. Voilà. Une vraie sorcière pour le coup. Mais oui, c'est une sorcière quoi. Elle est hors norme. Elle est hors norme. Elle est solaire. Elle est solaire islandaise. Il faut le faire quand même parce qu'il n'y a pas beaucoup de soleil là-bas. Ouais, et cette femme, je la trouve tellement puissante. À part et puissante, oui. Et alors on aime ou on n'aime pas. Mais t'as remarqué qu'elle ne vieillit pas? Non, elle vieillit pas. Elle a un visage. Elle est hors norme mais hors temps. Son visage, elle a toujours son visage d'enfant, quasiment d'enfant. Et ça, c'est assez dingue. C'est vraiment mon modèle. C'est particulier. On dirait un vampire. Le temps ne passe plus sur elle, mais un beau vampire, très vivant. Ouais, et puis elle est incroyable, quoi. Elle a une énergie et une créativité. Ça, c'est vraiment mon modèle. Et, c'est vrai. C'est un très bon choix, je trouve, de parler de Björk ici. Et on va parler de choses très, très... vraiment, on arrive à la fin, on conclut très factuel. Donc, je reviens sur ton entreprise donc, que tu as créée depuis le confinement, l'émergence de l'idée et de comment ton expérience perso, ton expérience pro et ton rêve d'enfant se sont imbriqués ce jour-là, donc date du confinement de mars 2020. Et donc, il a donné naissance à Acapellart, puisqu'il faut prononcer le T. Donc, on a un site au même nom, donc acapellart.com. On peut te retrouver sur Facebook.
Toutes ces informations, je les mets bien sûr en description de l'épisode par écrit pour être plus facile à retrouver. Tu as aussi un compte Instagram, Acapelart, donc avec un tiret entre Acapel et Art sur Instagram. Oui, le trait du bas, le trait du 8. Et bien sûr, sur LinkedIn, la compagnie Acapelart. Oui, c'est ça. Et comme cet épisode arrive au moment de Halloween, donc du Shabbat de Samhain pour certains, Samhain pour d'autres au niveau de la prononciation, j'avais envie de parler en avant-première de ta Box Power que tu mets en place demain, le 31, donc lundi 31 octobre. Et on avait envie de faire découvrir aux auditeurs et auditrices cette Box Power en avant-première sur le site donc d'Acapelart avec un code promo. Alors, j'en dis pas plus maintenant. Tout sera dit plus en détail sur les réseaux sociaux et tu trouveras les informations dans le descriptif du podcast. Donc, je t'invite à écouter le podcast jusqu'au bout et aller aussi lire le descriptif du podcast de telle manière à trouver toutes les informations, le code promo, en quoi consiste la box, la Power Box, pour révéler et le code promo pour les premiers inscrits à cette nouveauté sur le site de Erika Galland, donc Acapelart. Et pour finir, comme on est dans les énergies de fin octobre et donc de la Toussaint et de Halloween et surtout du Shabbat de Samhain, un extrait du texte de Francisca Howell. Et là, je vais lire un petit passage. « Si vous rencontrez une sorcière, n'ayez pas peur. Ses émotions sont intenses, imprévisibles et changeantes, tout comme cette lune qu'elle aime et qu'elle respecte. Si vous tombez sur une sorcière, n'essayez pas de la comprendre, aimez-la. Elle peut comprendre les mystères de l'univers, mais parfois elle ne peut pas se comprendre elle-même. Si vous tombez sur une sorcière, sachez qu'elle verra dans vos yeux la beauté que vous craignez. Vous verrez votre puissance, vos souffrances et chacun de vos rêves. Et enfin, si vous tombez sur une sorcière, faites attention. Il se peut que pendant un moment éphémère, vous la confondiez avec une femme. » Je trouve ça très joli. Et ça résonne certainement pour beaucoup d'entre nous et beaucoup d'entre vous, auditeurs et auditrices. Eh bien, on arrive à la fin, Erika. Merci. Merci à toi. Tu détiens le record ultime de la longueur de cette émission puisque nous avons dépassé 1 heure et que ça s'était jamais produit. Donc, bravo, Erika. Et à une prochaine ailleurs, sous une autre forme, pour d'autres raisons certainement. Restons en contact. Et toi qui nous écoutes, écoute vraiment jusqu'au bout l'épisode. Tu auras donc des informations sur la Powerbox avec un code promo pour t'y inscrire. Et à bientôt. Au revoir, merci à tous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Et comme je l'ai annoncé en début de podcast, j'ai la joie et le plaisir de te présenter la Powerbox de Acapelart et t'offrir un code promo pour pouvoir en profiter. La Powerbox est une offre qui permet aux enfants et adolescents de révéler leur potentiel individuel et les guider vers la réussite. Révéler aussi leur âme d'artiste et les guider vers l'expression de soi. Et tout ça pour gagner en confiance, se développer, s'épanouir. Un concept unique développé par Acapelart et la tête au clair de Aurore. Cette Powerbox inclut des séances de coaching organisationnel ou de développement personnel, et aussi une dizaine de séances de cours de dessin, de chant, de théâtre et de langue au choix. Avec le code promo MAGIE, magie, rien que ça, tu as 15% de réduction sur le prix affiché sur le site Acapelart. Et bien sûr,
Si tu as aimé ce rendez-vous et si tu ne souhaites manquer aucun des prochains épisodes, abonne-toi à la newsletter Sorcière en herbe conteuse végétale ou à la plateforme d'écoute de ton choix. Tu peux aussi me suivre sur mon compte Instagram Magie Verte Sorcière en herbe. Tu y trouveras des infos sur l'actualité de mes podcasts, des recettes à base de plantes médicinales et des rituels selon les cycles et les saisons. Je te donne rendez-vous au prochain épisode et te dis à bientôt.